Chers étudiants, bonjour. Sur cette vidéo, je vais vous présenter le mécanisme des exceptions en C++. Les exceptions sont un moyen de gérer efficacement les erreurs qui pourraient survenir dans un programme. De façon générale, quand on écrit un programme, il est nécessaire de gérer les cas d'erreur qui peuvent survenir lors de l'exécution. Ceci nécessite bien sûr un effort supplémentaire dans l'écriture du code. Aussi, la qualité du code de gestion d'erreurs détermine le niveau de robustesse du programme, parce que plus un programme est robuste, plus il devient plus convivial pour les utilisateurs. De plus, il est plus facile de corriger les erreurs dans le code, ainsi que pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, surtout si l'on sépare entre le code qui gère l'erreur et celui qui la provoque. Traditionnellement, on ajoute un code supplémentaire qui gère les situations aberrantes qui risquent de provoquer des erreurs. Tandis qu'avec le mécanisme des exceptions, on sépare entre le code qui gère l'erreur et celui qui la provoque. On va par exemple créer une fonction qui permet de calculer le factoriel d'un nombre entier positif passé en paramètre. La fonction, on va l'appeler factoriel. On va lui donner comme paramètre un entier x. Et à l'intérieur, on va faire le traitement pour calculer le factoriel de cet entier x qui est passé en paramètre. Par exemple, int_fact, on va initialiser un 1, une boucle qui va aller par exemple de 2 à x, et plus. Et à chaque itération, on va calculer le factoriel en écrivant fact égale i. Et à la fin, on va retourner la valeur du fact. Normalement, et comme il est connu, on ne peut pas calculer le factoriel d'un entier négatif. Et la fonction qu'on a créée ne fait rien pour gérer ce problème. Donc là, traditionnellement, ce qu'on peut faire, c'est gérer l'appel de la fonction, c'est-à-dire empêcher à ce que la fonction soit appelée avec comme paramètre une valeur négative. Donc là, par exemple, je vais déclarer un entier A. Je vais effectuer une lecture pour cet entier. Ensuite, je vais tester si cet entier A est inférieur strictement à 0. Si c'est le cas, on va afficher un message d'erreur pour signaler qu'il est impossible de calculer la valeur de A factoriel. Sinon, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème, on va tout simplement afficher la valeur du factoriel de A en utilisant la fonction qu'on a créée précédemment. Là, par exemple, je vais écrire A factoriel égale, et là, je vais appeler la fonction factoriel que j'ai créée sur la variable A. Si on teste tout ça, là, il demande à ce que je saisisse une valeur. Si je donne une valeur positive, là, elle va calculer le factoriel et me l'afficher normalement. Mais si je donne une valeur négative, -9 par exemple, là, c'est le message d'erreur qui va s'afficher. Donc là, on a géré l'appel de la fonction factorielle en faisant préalablement un test sur son paramètre pour éviter que l'on puisse appeler la fonction factorielle avec une valeur négative comme paramètre. Le mécanisme des exceptions est principalement destiné à permettre aux fonctions profondes d'une bibliothèque de notifier la survenue d'une erreur aux fonctions hôtes qui utilisent cette bibliothèque. Le point fort des exceptions est qu'ils permettent de grandement simplifier le code tout en améliorant la qualité du renseignement sur l'origine de l'erreur. La mise en place et l'utilisation des exceptions se décomposent en 3 parties. Dans la première, on va créer des zones dans le programme où on va essayer le code en sachant qu'une erreur peut survenir. Dans la seconde étape, on signale l'erreur si jamais elle survient en lançant un objet qui contient des informations sur l'erreur. Enfin, cet objet est attrapé à l'endroit où l'on souhaite gérer l'erreur survenue. Pour mettre en place ce mécanisme en C++, il y a quelques instructions à utiliser. Le code que l'on doit essayer et qui peut provoquer une erreur devra être mis dans un bloc try
entre deux accolades, une ouvrante et une autre fermante. Quand une erreur survient, on la met dans un objet qui est une simple variable de n'importe quel type et on la lance en utilisant l'instruction throw. Et enfin, pour gérer l'erreur survenue, on récupère l'objet ou la variable lancée par le throw avec le catch, qui s'écrit sous la forme d'une fonction dont le paramètre est une variable correspondante au type de l'objet lancé. Puis, entre deux accolades, une ouvrante et une autre fermante, on spécifie le code qui va gérer l'erreur survenue. Pour ce qui est de la syntaxe détaillée, pour essayer le code qui peut remonter une exception, on le met entre deux accolades, une ouvrante et une autre fermante, sans oublier le mot-clé try qui doit être spécifié juste avant l'accolade ouvrante. Pour ce qui est de l'instruction throw, elle permet, comme je viens de le dire, de signaler une erreur dont l'information est mise dans un objet. Cet objet peut être de type simple, composé ou une instance d'une classe. Aussi, l'instruction throw peut être utilisée pour signaler les types d'objets qu'une fonction pourrait lancer en cas d'erreur. Ainsi, on écrit juste après la parenthèse fermante des paramètres le mot-clé throw, suivi de la liste des types d'objets qui peuvent être lancés par la fonction, entre parenthèses et séparés par des virgules. Concernant le catch, c'est le bloc responsable de la gestion des erreurs. On écrit le mot-clé catch, puis on met entre parenthèses la déclaration de l'objet rattrapé, dont le type doit correspondre à l'objet lancé par l'instruction throw. Et par la suite, on gère l'erreur à travers un bout de code spécifié entre deux accolades, une ouvrante et une autre fermante. D'un autre côté, il est possible de mettre plusieurs blocs catch dans le cas où le bloc try pourrait remonter plusieurs erreurs différentes. Il faut seulement faire attention à ce que chaque catch gère un objet de type différent. En d'autres mots, il n'est pas possible d'avoir deux catch avec le même type d'objet, parce que cela va poser une ambiguïté pour associer l'objet remonté avec le code qui va le gérer. Pour mettre en place ce mécanisme dans votre code, il faut suivre deux étapes. La première consiste à écrire le code de votre fonction en y incorporant une ou plusieurs instructions throw, avec bien sûr des types d'objets différents. Et dans la deuxième étape, on entoure l'appel de la fonction contenant les instructions throw par un bloc try-catch. On met l'appel de la fonction dans la partie try, et pour chaque objet lancé dans le corps de la fonction par l'instruction throw, on ajoute un appel au catch avec comme paramètre le type d'objet lancé, en plus du code de gestion de l'erreur. Maintenant, on va refaire le même exemple de tout à l'heure en utilisant cette fois-ci les exceptions. Je vais créer la fonction factorielle avec comme paramètre une variable de type entier. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester dès le début sur la valeur de la variable x si elle est inférieure ou supérieure à 0. On va tester if x inférieur à 0. On va directement mettre un throw de cette même variable x, tout simplement. Sinon, c'est-à-dire si x est supérieur ou égal à 0, on va tout simplement faire le traitement qu'on a fait tout à l'heure. Donc, à savoir, déclaration de la variable fact et calcul de la valeur du factoriel en utilisant une boucle qui va aller de 2 jusqu'à x et fact étoile égale i. Et enfin, on va mettre un return de la variable fact. Donc avec ça, on a fait la première étape qui est l'écriture du code avec le throw dans la fonction. Maintenant, on va créer la fonction principal main dans laquelle on va appeler notre fonction factorielle. Là, je vais déclarer une variable a. Je vais faire la lecture de cette variable avec cin. Ensuite, dans un bloc try-catch, je vais appeler ma fonction. Par exemple, int r égale factoriel de a. Et je vais afficher avec cout la valeur du factoriel de a qui est r. Je vais écrire par exemple a factoriel égale et je mets la valeur de r. Par la suite, je vais mettre
le catch, qui va prendre comme paramètre entre les deux parenthèses une variable. Donc la variable, c'est la variable qui a été catchée et qui doit être de même type que la variable qui a été lancée. Donc x, elle est de type int. La valeur catchée, donc je peux la nommer comme je veux, elle doit aussi être du même type. Et entre les accolades où nous vont et notre fermante, je vais gérer l'erreur qui peut survenir. Là, par exemple, je vais afficher un message impossible de calculer. Et là, je vais mettre E, parce que E, elle va contenir la valeur négative qui va être lancée par le throw. Et je vais l'afficher dans le message d'erreur. Là, on a fini. On va tester tout ça. Donc là, elle attend ce que je donne une valeur. Je vais donner par exemple 4. Là, elle a calculé le factoriel, c'est 24, c'est correct. Si par exemple je refais la même chose mais avec une valeur négative, donc là, comme vous le voyez, il a géré l'erreur. Donc là, l'avantage de l'utilisation de l'exception, c'est qu'on a géré l'erreur à l'intérieur de la fonction elle-même, donc en gérant le cas où une erreur peut survenir, quelque chose qui peut provoquer un dysfonctionnement de la fonction. Dans notre cas, c'est les valeurs négatives qui ne doivent pas être autorisées pour la fonction factorielle. Donc, au sein même du code de la fonction, on a ajouté un traitement à l'issue duquel on lance un objet qui contient une erreur, qui est dans ce cas-là la valeur négative. Et lors de l'appel de la fonction, on l'entoure avec un bloc try-catch, tout en récupérant dans le catch la variable qui a été lancée. On peut la renommer, comme j'ai dit, avec n'importe quel nom. La seule chose qui est importante, c'est qu'elle doit être du même type que la variable qui a été lancée par l'instruction throw au sein du code de la fonction. Enfin, il est important de savoir que le langage C++ propose une liste d'exceptions prédéfinie utilisée pour des besoins spécifiques pour gérer certaines erreurs liées à ses composantes standards. Ces types d'exceptions sont tous dérivés d'une classe appelée exception. Nous aurons l'occasion de traiter quelques-unes de ces exceptions dans de prochaines vidéos. C'est tout pour cette vidéo sur le mécanisme des exceptions. Dans la prochaine partie, je vais vous présenter, Inch'Allah, comment faire de l'allocation dynamique de la mémoire en C++. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail.